Nous en arrivons donc au dernier exposé de la journée, qui va être donné par le professeur Marwan Rached. Il n'a pas traversé l'Atlantique, mais il a traversé la rue Saint-Jacques pour venir de la Sorbonne. Et il est historien, professeur de philosophie. Après avoir été professeur de philologie grecque à l'École normale supérieure, il est donc professeur de philosophie à la Sorbonne. Il enseigne l'histoire de la philosophie grecque et arabe. Il a publié plusieurs livres récents, notamment l'héritage aristotélicien, texte inédit de l'Antiquité, puisqu'il est un des grands spécialistes d'Aristote, découvreur de manuscrits anciens. Et il va nous parler sous le titre « Le grec, langue de lettres, point d'interrogation, réponse arabe ». Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs de ce très beau colloque de rentrée de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un honneur. Donc, le grec, langue de lettres, réponses arabes. Je vous dis tout de suite que réponse est à entendre au sens le plus simple. Donc, vous n'aurez pas de clash, comme disent les journalistes. Ce sera véritablement des propositions de lecture issues de la sphère arabe de textes grecs. Tout historien de la philosophie, et sans doute tout philosophe, a un jour rencontré la question du rapport des catégories d'Aristote à la langue grecque. Depuis un texte fondateur d'Adolf Trendelenburg, postulant dès 1833 un rapport entre grammaire grecque et catégories aristotéliciennes, on ne compte plus les études ayant pris acte de la thèse de l'historien après 2000 ans où l'on avait considéré les catégories d'Aristote comme nous fournissant le cadastre du réel. Alors, les études ont pris acte de la thèse de l'historien, mais non sans parfois, je dirais même souvent, quelques malentendus. On lui attribue alors une réduction des catégories d'Aristote à des catégories de langue, quand lui-même a pris soin de distinguer origine langagière et plan d'existence philosophique. Même si l'on peut discuter de la façon dont Trendelenburg comprend l'émancipation de la philosophie à partir de ses origines linguistiques, il ne fait aucun doute que l'historien postule un dépassement réflexif du donné initial et qu'il est le premier à lire Aristote de cette manière à l'époque moderne. Alors, mon propos n'est pas aujourd'hui d'entrer dans les détails de la lecture de Trendelenburg, ni d'en proposer, en aristotélicien, ma version infléchie. Je me contenterai de relever son recours pour décrire le rôle des structures grammaticales à l'intérieur de l'aristotélisme au lexique de la trace. Ce point a été remarqué par ma collègue Frédérique Ildefonse dans sa récente introduction au discours inaugural De Aristotelis Categoriis sur les catégories d'Aristote, professé par Trendelenburg à l'occasion de sa nomination comme professeur à l'Université de Berlin en 1833. C'est mon texte 1. Ce qui est signifié donc dans la traduction de mon collègue de Clermont-Ferrand, Alain Petit, le texte est écrit originellement en latin. Ce qui est signifié dans ce passage au moyen des exemples, il nous faut le rechercher dans chaque catégorie prise à part pour tout d'abord relever les traces grammaticales, grammatica vestigia, qui y sont imprimées, et ensuite comprendre ce qui, une fois passé sous silence les traces grammaticales, conduit à la nature même des choses et des notions. Nous démontrerons à présent que les catégories tirent leur ordre de la nature du discours, ex orationis natura, puisque c'est peu compris. Nous sommes ici, je dirais, face à un dilemme. Ou bien la trace ne se laisse pas si facilement reléguer et l'interprétation linguistique des catégories aristotéliciennes s'impose. Ce sera la position assez abrupte de Benveniste dans le célèbre article de 1958 « Catégorie de langue et catégorie de pensée ». Donc Benveniste écrit « Il s'ensuit que ce qu'Aristote nous donne pour un tableau de conditions générales et permanentes n'est que la projection conceptuelle d'un état linguistique donné ». Donc c'est la première position. Ou bien, autre branche de l'aporie ou du dilemme, la trace se résorbe et l'on peut tenir les catégories pour une construction philosophique du monde ou du réel, et ce sera, je dois dire, la position majoritaire des interprètes, majoritairement philosophes. Mais quittons Berlin pour Bagdad. Selon le littérateur de la fin du Xe siècle, Al-Tawhidi, qui, dans un texte célèbre, nous en donne la version littéraire, sinon romancée, une joute opposa, en l'an 932, dans un illustre salon de la capitale, le traducteur et commentateur d'Aristote syriaque Matta ibn Yunus et le grammairien Abu Sa'id al-Sirafi, lui-même élève de théologiens montazilites globalement hostiles à l'aristotélisme.
pour toute une série de raisons dans lesquelles je n'entre pas. D'après le grammairien El-Sirafi, les prétentions des logiciens à l'universalité sont vaines parce que la logique d'Aristote, en dépit de ses prétentions, n'est qu'une grammaire du grec. Et voici l'un des textes les plus savoureux donc, où cette idée, quelques 1000 ans avant Benveniste, se fait jour. Si la logique, dit Sirafi, si la logique a été instituée par un homme de la Grèce, en fonction de la langue de son peuple, des conventions de ce dernier, de ce qu'il tient pour ses traits et ses propriétés, d'où viendrait aux Turcs, aux Indiens, aux Perses, aux Arabes l'obligation d'en tenir compte et de s'y référer comme à un juge et à une loi faite pour eux et s'imposant à eux, dont ils accepteraient ce qu'elle leur garantirait et rejetteraient ce qu'elle refuserait. Tu ne nous invites donc pas, toi l'aristotélicien, à la science de la logique, mais à l'apprentissage de la langue grecque. La position d'El-Sirafi résulte de la conjonction de deux thèses. T1, toute logique, avec des énormes guillemets, ne saurait être que la description d'une langue naturelle donnée, même si c'est une description très générale. T2, aucune langue naturelle donnée n'est la, souligné, pensée en acte, en verbe, pardon, c'est un verbe qui pense. Par T1, El-Sirafi cantonne la logique à n'être qu'une grammaire rationnelle, une grammaire élargie, ce que vous voudrez, mais une grammaire. Par T2, il refuse que la grammaire élargie du grec puisse être considérée comme la description de quelque chose comme la pensée à l'état pur, ou, pour enturbaner un instant Heidegger, que le grec soit la langue de l'être. Si la logique d'Aristote n'est qu'une grammaire, c'est pour la double raison qu'elle est une grammaire du grec et que le grec est une langue parmi d'autres. Et c'est le vocabulaire de la trace qui vient alors tout naturellement à Sirafi. La grammaire, dit-il, est logique, logique comme nominatif, comme nom, quand bien même elle est extraite de l'arabe, masloukh min al-arabiyya. La logique est grammaire, quand bien même elle est le signifié du langage, mafhoum bil-lugha. La différence qui existe entre l'expression et l'intention est la suivante. L'expression est naturelle, l'intention est rationnelle. C'est pour cela que l'expression qui oblitère une trace de la nature, athar al-tabi'a, par une autre trace de la nature, s'altère avec le temps. C'est aussi pour cela que l'intention est permanente dans le temps. Elle est dictée en effet par la raison, or la raison est divine, la substance de l'expression est matérielle, et tout ce qui est matériel, hélas, est destructible. Pour caractériser le plan de la langue, Sirafi, comme Trendelenburg, combine donc deux concepts, celui de trace, athar, et celui de nature, tabi'a. La langue est un système de traces naturelles. Le travail du rationnel peut affiner la nature langagière des catégories tant qu'il voudra. Celle-ci sera toujours, comme on dirait aujourd'hui, traçable. Alors, le paradoxe à ce stade est que rien ne paraît fondamentalement en conflit avec la position des philosophes auxquels s'oppose El-Sirafi. Ceux-ci pourraient très bien rétorquer qu'ils ne disent eux-mêmes rien d'autre. La logique part de l'expression et, taillant dans la profusion des usages linguistiques, dégage les notions. Alors, pour mieux comprendre ce qui est en jeu, je voudrais qu'on donne la parole au défenseur le plus profond, sans doute, de la thèse philosophique, le penseur, donc le philosophe Abu Nasr al-Farabi, qui est né vers 870 en Mésopotamie, on ne sait pas exactement où, et qui est mort en 950 à Alep. Donc al-Farabi est la copule. Alors al-Farabi, de fait, défend la thèse du grec comme langue de l'être, en un sens que je voudrais définir maintenant. Il relève que le grec, à la différence de l'arabe, mais comme le persan et le sogdien, dispose de la copule, c'est-à-dire comme le français est, dans un jugement S, est, P. Cette spécificité, ajoute-t-il, permet d'exprimer la liaison intemporelle du sujet et du prédicat dans la proposition. El-Farabi est guidé dans sa lecture par le langage semi-technique des traducteurs du grec à l'arabe. Confronté à l'absence de copule en arabe, mais ressentant la nécessité de sa fonction connective, ces érudits syriaques ont remplacé le estine, donc est, est, grec, par des mots de substitution.
soit le pronom personnel de la troisième personne du singulier hoa, il, lui, ipse, soit la troisième personne singulier de l'indicatif présent passif du verbe wajada, trouver, à savoir yujadu, il est trouvé, il se trouve, ou encore, troisième possibilité, par le participe passé passif mawjoud, trouvé, et accent aigu, qui en est venu à désigner dans la philosophie arabe ce qui se trouve là, l'être là, bref, l'étant, toon du grec. Ainsi, la phrase naturelle du grec « l'enfant est beau » opais kalos esti, se dit en arabe naturel el waladu jamilun, donc sans verbe être, mais en logique arabe el waladu huwa jamilun ou el waladu yujadu jamilan. Mais c'est une langue, encore une fois, semi-artificielle. Lisons donc le passage de la métaphysique de Farabi, donc un livre qui s'intitule Le livre des lettres, consacré à ce point. Les lettres au sens des lettres de l'alphabet. Après avoir rappelé le sens premier du verbe wajada, trouver, et expliqué qu'on a l'équivalent de ce verbe dans toutes les langues autres que l'arabe, El-Farabi remarque que les langues autres que l'arabe disposent d'une copule. Donc il écrit « Ensuite, dans toutes les autres langues, comme le persan, le syriaque, le sogdien, il y a une expression qu'ils emploient pour indiquer toute chose et non telle chose à l'exception de telle autre. Et il l'emploie pour indiquer la connexion de l'énonciatif, el-khabar, avec ce sur quoi il porte, el-mukhbar anhu, et qui est ce qui connecte le prédicat au sujet lorsque le prédicat est un nom ou lorsqu'ils veulent que le prédicat soit connecté au sujet par une connexion absolue, sans mention d'un temps. Et lorsqu'ils veulent le poser comme connecté durant un temps déterminé, passé ou futur, ils utilisent les termes existentiels, wujudiyya, à savoir est devenu, kana, devient, yakunu, deviendra, sayakunu ou maintenant. Mais lorsqu'ils veulent le poser comme connecté à lui sans exprimer du tout le temps, ils prononcent cette expression qui est en persan hast, en grec estin, en sogdien asti, et dans toutes les autres langues d'autres expressions équivalentes à celle-ci. Donc, quoi qu'on puisse en penser, El-Farabi ne méconnaît pas l'existence d'une quasi-copule en arabe, à savoir le verbe kan. Celui-ci est un verbe désignant, plus ou moins comme genestai en grec, et selon les contextes, le devenir ou l'être. Mais pour El-Farabi, kan est une copule verbale temporalisée qui donc ne peut pas faire office de copule logique. La copule véritable, telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire la copule logique, est nominale, c'est un nom, c'est un substantif, et elle neutralise toute connotation temporelle caractéristique du verbe conjugué, en tant qu'elle est un nom. Cette situation explique, poursuit Farabi, la création philosophique d'un lexique de substitution. Et il n'y a pas en arabe, écrit-il, depuis la première institution de cette langue, d'expression jouant le rôle de hast en persan, ni de estin en grec, ni des autres expressions présentes dans les autres langues. Or, on en a nécessairement besoin dans les sciences théoriques et dans l'art de la logique. Lors donc que la philosophie se transféra chez les Arabes, et que les philosophes qui parlaient en arabe en eurent besoin, et qu'ils instituèrent des expressions susceptibles d'exprimer les notions philosophiques et logiques en langue arabe, et comme ils ne trouvèrent pas dans la langue des Arabes, c'est-à-dire des Bédouins en fait, des Bédouins arabes, depuis sa première institution, d'expression au moyen de laquelle il pourrait transférer les lieux dans lesquels estin est utilisé en grec et hast en persan, en sorte de lui faire jouer le rôle de ces mots dans les lieux où ils sont utilisés par toutes les autres nations, certains furent d'avis d'utiliser l'expression huwa, lui, il, ipse, à la place de hast en persan et de estin en grec. D'autres furent d'avis d'utiliser, à la place de ces expressions, au lieu de huwa, l'expression al-mawjoud, l'existant, qui est une expression dérivée et déclinable, c'est un nom. Ils posèrent à la place d'al-huwiyya, l'ipséité, l'expression al-wujud, l'existence, et ils utilisèrent les verbes dérivant d'elle comme des verbes existentiels faisant office de connecteurs dans les jugements dont les prédicats sont des noms, à la place de kana, est devenu, était, yakun, devient, est, et sayakun, deviendra, sera. Et ils utilisèrent l'expression al-mawjoud dans les deux lieux, pour indiquer toute chose, d'une part, et d'autre part, pour connecter le nom prédiqué au sujet dans le cas où l'on ne vise pas à mentionner un temps dans le jugement.
Et ces deux lieux sont ceux où il y a hast en persan et estin en grec. Et ils utilisèrent el-mawjoud en arabe dans les cas où l'on el-wujud en arabe dans les cas où l'on utilise hasti en persan, et ils utilisèrent wujida, yujadu et sayujadu à la place de kana, yakun et sayakun. Alors autant que je sache, ce texte est le premier document historique où l'on identifie clairement et sans équivoque un groupe de langues au moyen de leur usage de la copule « est ». C'est aussi le premier texte dans l'histoire où la notion même de copule apparaît avec autant de netteté. En outre, Al-Farabi articule ses considérations linguistiques à une vision historique de la translatio studiorum. Celle-ci, et le point me paraît capital et trop peu souvent noté, n'est point passive, mais demande un véritable travail de la part des philosophes, en l'occurrence arabophones, pour restituer des doctrines grecques en déshérence. Le verbe grec « être » fera donc par excellence l'objet d'un tel travail qui est éminemment philosophique, ou au moins conceptuel. Al-Farabi, toutefois, est peu disert sur la ou les fonctions philosophiques de estine. Il décrit ce terme grec comme indispensable, je cite, dans les sciences théoriques et dans l'art de la logique, et il en retient deux traits, l'universalité de son emploi prédicatif et la possibilité de dire le prédicat du sujet sans référence temporelle. À première vue, cette seconde propriété, donc la non-référence temporelle, trahit les intentions d'Aristote, qui insiste au contraire, dans le traité de l'interprétation, sur la dimension temporelle des verbes, donc de leur articulation qu'Aristote revendique sous la forme estine plus prédicat, en vertu d'une équivalence aristotélicienne entre Socrate marche et Socrate est marchand. Même, alors dans ce dispositif, même si le présent jouit d'un statut privilégié, il s'agit pourtant toujours bien d'un présent, c'est-à-dire d'un temps, au même titre que le passé et le futur. La thèse de la non-temporalité de la copule, qui est cardinale dans la lecture qu'Al-Farabi propose du traité de l'interprétation, n'est donc pas du tout, bien au contraire, la thèse d'Aristote. Alors, je ne voudrais pas aujourd'hui vous ennuyer encore plus que je ne le fais en entrant dans les tactiques micrologiques déployées par Al-Farabi pour asseoir une telle interprétation. Je voudrais simplement en restituer la stratégie d'ensemble. Al-Farabi hérite d'une conception qu'on a pu qualifier d'épistémocentrique de la logique, qui est la conception ancienne de la logique, initiée par les commentateurs grecs d'Aristote, selon laquelle la logique est l'outil de la science effective et donc en particulier de la science des phénomènes naturels. Si vous voulez, la logique dans cette épistémée ancienne joue le rôle des mathématiques aujourd'hui pour les sciences naturelles. Or, c'est dans un tel contexte que Farabi revendique la non-temporalité de la copule. Il me semble que cette doctrine, donc au départ assez mystérieuse, s'éclaire si on la rapproche d'une autre déclaration semblable, portant sur les propositions qualifiées elles aussi par Farabi, et je pense que ce n'est pas un hasard, d'existentielles ou judéi. Chez Aristote, les propositions sont tantôt affectées d'un opérateur modal, et qui peut être soit la possibilité, soit la nécessité, et tantôt non. Ce sont alors les propositions qu'on appelle existentielles ou assertoriques ou hyparctiques. On a les trois noms pour désigner la même chose, donc des propositions sans opérateur modal. Hyparctiques parce que Aristote les appelle protasis tu hyparkein, donc prémisse de l'existence dans les analytiques premiers. Depuis l'Antiquité, deux grandes interprétations des propositions assertoriques, alias hyparctiques, alias existentielles, ont été proposées. On y a vu soit un simple patron formel des propositions modalisées, si vous voulez quelque chose comme une proposition modalisée en attente de sa modalité, donc quelque chose comme le genre des propositions modalisées, c'est la thèse de l'élève d'Aristote, Théophraste. Mais on y a vu aussi des propositions modales au même titre que les deux autres types de propositions modales, les possibles et les nécessaires. C'est la thèse de Farabi. Et la modalité que Farabi confère alors à ce troisième type de proposition modale est celle de la contingence. De telles propositions, donc les propositions contingentes, caractérisent des choses qui sont, sans qu'il soit démontré qu'il soit nécessaire qu'elles soient. Elles s'opposent alors aux propositions possibles
qui portent sur des choses qui ne sont pas, sans qu'il soit démontré qu'il est impossible qu'elles soient. Les propositions contingentes, vous le comprenez donc, sont une part importante de la science des phénomènes naturels, qui ne participent dans l'épistémé ancienne ni de la nécessité des mathématiques, ni de l'évanescence informulable de l'accidentel pur. Évidemment, il faut distinguer entre les propositions contingentes portant sur des faits réguliers, qui sont celles qui intéressent la science, des propositions contingentes vraies, comme dit Farabi, dans une minorité de cas, et qui sont proprement, au fond, informulables scientifiquement. Voici en quels termes Averroès rappelle la position d'Al-Farabi sur ce point. Le texte d'Al-Farabi est perdu, mais on en a cet écho. C'est dans cette espèce de proposition, donc les assertoriques, qu'entre les prémices nécessaires... Ah non, ça je passe. Pardonnez-moi, c'est dans cette espèce qu'entre les prémices nécessaires, mais qui ne le sont pas en vérité, ce qui est une désignation très curieuse au fond, telles que tout corbeau est noir et toute neige est blanche. Il en est de même pour les prémices dont Abu Nasr, donc Al-Farabi, dit qu'elles sont proches de la certitude totale. Ce sont celles auxquelles l'expérience sensible ou le jugement ne s'opposent pas. Les prémices nécessaires véritablement sont en effet celles dans lesquelles l'esprit ressent le rapport essentiel entre le prédicat et le sujet. Et là, il s'agit des propositions mathématiques pour Farabi. Lorsque l'esprit ne ressent pas ce rapport de nécessité, la prémisse peut être affectée de la possibilité. On ne peut pas l'exclure. Il y a une possibilité de possibilité, en quelque sorte. Cette prémisse est alors assertorique, non nécessaire. Ces prémisses aussi sont souvent incluses dans les sciences, puisque ce sont les prémisses fondamentales pour Farabi des sciences naturelles, des phénomènes naturels. Bref, il me paraît y avoir un rapport chez Farabi entre le rôle scientifique de la prémisse assertorique et la détemporalisation de la copule qui visiblement l'obsède. Il s'agit en effet d'un préalable, avec cette détemporalisation de la copule, d'un préalable à la syllogistique modale qui, elle-même, pour Farabi, est un outil de la science effective. À ce stade, vous m'objecterez peut-être que le présent de la copule, chez Aristote, ne désigne pas le maintenant, le nun, mais le présent non temporel, parfaitement usuel dans la langue grecque en général et la philosophie grecque en particulier. Comme l'écrit David Cohen dans sa grande somme sur la phrase nominale et l'évolution du système verbal en sémitique, le présent en latin et dans bien d'autres langues dont le français, et j'ajoute le grec, de manière même paradigmatique, a une fonction double, celle positive de présent actuel, concomitant au moment de l'énonciation, et celle neutre de non passé et non futur, en fait de présent général atemporel. Cependant, donc, se réclamer de ce présent atemporel pour expliquer la position farabienne serait se donner une liberté dans l'interprétation du corpus d'Aristote que ne s'autorise pas précisément Al-Farabi. Car Al-Farabi, pour toute une série de raisons, lit les différents traités de la logique d'Aristote, de l'Organon, comme une suite maximalement cohérente. Il ne peut donc pas distinguer présent atemporel qui serait caractéristique des analytiques et présent temporel qui serait caractéristique du traité de l'interprétation. Or, dans cette dernière œuvre, évidemment, Aristote a insisté avec force sur le caractère temporel du verbe, donc de la copule, puisque, comme on l'a vu, tout verbe est analysable à l'aide de la copule. Al-Farabi a donc adopté, avec autant d'invraisemblance exégétique que de rigueur philosophique, une lecture du de interprétationné à partir des analytiques. Et c'est à cette fin qu'il a bâti de toutes pièces une doctrine d'après laquelle le grec aurait disposé à la fois de copules temporalisées, de type verbal, et d'une copule atemporelle de type nominal, qui serait celle à l'œuvre en logique et dans les sciences. Alors, même si ce tour de passe-passe est facilité par le caractère nominal de la traduction de Estine grec par le is syriaque, puisque is en syriaque veut dire existence, c'est un nom, je ne pense pas qu'on puisse expliquer la position de Farabi simplement par un déterminisme qui me paraît tout à fait illusoire de la transmission. Je pense qu'il en va surtout pour lui de la possibilité de bâtir une science aristotélicienne du contingent. Reste, et ce sera mon dernier point, à déterminer pourquoi Al-Farabi n'a pas adopté la phrase nominale arabe, donc le garçon beau, al-waladu jamilun,
alors qu'elle lui offrait, je dirais, sur un plateau, la non-temporalité de la prédication. Je suggérerai 3 types de réponses qui ne sont pas mutuellement contradictoires. La première réponse, d'intérêt assez limité, est idéologique. Dans son admiration pour les Grecs, El-Farabi aurait naturalisé la copule estine parce que, tout simplement, elle était grecque. La deuxième raison est linguistique. El-Farabi aurait considéré la phrase nominale de l'arabe comme une phrase à copule zéro. Benveniste, on le sait, s'est élevé contre une telle interprétation dans son article justement sur la phrase nominale, où il écrit « Il apparaît d'abord que la phrase nominale ne saurait être considérée comme privée de verbe. Elle est aussi complète que n'importe quel énoncé verbal. On ne saurait non plus la tenir pour une phrase à copule zéro, car il n'y a pas lieu, en indo-européen, d'établir entre phrase nominale et phrase verbale à être une relation de forme zéro à forme pleine. » Il n'est pas inconcevable que le philosophe du Xe siècle, anticipant en quelque sorte la position structuraliste refusée par Benveniste, ait perçu l'emploi d'une copule verbale explicite dans les langues qui en sont pourvues, donc les langues indo-européennes qu'il connaît, comme une configuration typologique faisant apparaître, par comparaison, une incomplétude et donc une défectuosité de la phrase nominale arabe. Il est toutefois une troisième raison, plus impérieuse encore, qui se dessine dans la phrase sibylline ouvrant l'un des textes que nous avons lus. Ensuite, dans toutes les autres langues, comme le persan, le syriaque, le sogdien, il y a une expression qu'ils emploient pour indiquer toute chose et non telle chose à l'exception de telle autre. De quoi s'agit-il ? De toute évidence, des catégories d'Aristote. Une spécificité des catégories d'Aristote est qu'il s'agit d'autant d'emplois de la copule. Est homme, substance, est grand de 3 coudées, quantité, est fiévreux, qualité, est plus grand que son voisin, relation, etc. L'hypothèse que je souhaiterais aujourd'hui vous soumettre est qu'Al-Farabi est moins gêné par l'implicite linguistique qu'entraîne la copule zéro que par l'incapacité des langues à copule zéro, au premier chef bien sûr de l'arabe, à faire apparaître l'unité focale de ces diverses prédications catégoriales. De fait, en accord avec le livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, El-Farabi identifie au cœur de la plus haute des sciences théoriques, la métaphysique, le projet d'explorer les différents sens de l'être. Voici le texte central à ce propos de sa propre métaphysique, et le sujet premier de cette science est l'existant absolu et ce qui lui est égal en généralité, à savoir l'un. Cependant, comme la science des opposés est une, cette science contient également l'étude de la privation et de la pluralité. Ensuite, après avoir traité de ces sujets, elle étudie les choses qui occupent en elle la position des espèces, comme les 10 catégories de l'existant et les espèces de l'un. Le texte se poursuit. L'apparition, donc, en bonne place des catégories d'Aristote dans cette restitution du projet métaphysique d'Aristote, bien qu'elle ait elle-même une longue histoire qui nous ramènerait à Alexandre d'Aphrodise et à notre édition en cours de la métaphysique, et en particulier de cette phrase, donc 1003 B19 B22, pourrait, en dernière instance, nous fournir la clé de la doctrine proprement farabienne de la copule. La copule assume, dès le stade de la prédication, le caractère plurivoque de l'être catégorial. En ce que la copule apparaît formellement à l'identique dans des prédications de types divers et qu'elle n'est, à ce titre, ni parfaitement univoque, ni complètement équivoque, elle assigne pour tâche à la métaphysique d'explorer le domaine de l'entre-deux, donc entre équivocité et univocité, qu'El-Farabi, mais non Aristote, formalise comme celui de l'unité analogique de l'existant. Tout se passe alors comme si le détour philosophique d'El-Farabi pour traiter d'un objet à la fois formel et indéterminé, c'est-à-dire quelque chose de profondément non grec, l'être, l'existence pluricatégoriale, visitait par la même occasion des contrées mathématiques et linguistiques. Linguistiques, car prenant acte de la diversité des langues dans les stratégies formelles qu'elles mettent en œuvre pour signifier la copule, mais aussi mathématiques,
parce que les philosophes à l'époque d'Al-Farabi empruntent précisément à l'ontologie mathématique de la chose, la res, shay en arabe, façon dont les algébristes arabes du IXe siècle ont désigné l'inconnu de premier degré, donc X, l'intuition qu'il fallait désigner cet objet tout à la fois formel et indéterminé, donc indésignable en grec, susceptible de réalisations catégoriales diverses qu'était l'existant. Voici en effet, pour citer un exemple très simple, pour que vous voyez justement ce langage des algébristes de l'époque, un problème totalement élémentaire mathématiquement parlant, mais instructif linguistiquement parlant, de Khwarizmi, donc celui qui a donné son nom au mot algorithme, le fondateur de l'algèbre au IXe siècle. Donc un problème qui revient au système d'équations de premier degré, y moins x égale 2 et y sur x égale 1,5. Donc on ne peut pas plus simple mathématiquement. Donc je lis directement la résolution, pose, donc la première case est l'énoncé, pose l'un des deux biens, dit Khwarizmi, le mathématicien, une chose, res, shay, et l'autre une chose plus 2 dirhams. Puisque tu as divisé une chose par une chose plus 2 dirhams, le quotient est un demi-dirham. Mais tu sais que quand tu multiplies le quotient par le diviseur, on retrouve le bien que tu as divisé, qui est une chose. Dis donc, une chose et 2 dirhams par le demi qui est le quotient, cela donne une demi-chose et un dirham égale à une chose. Ôte une demi-chose pour une demi-chose, il reste un dirham égal à une demi-chose. Double-la, la chose sera égale à 2 dirhams et l'autre à 4. Dans l'esprit du fondateur de l'algèbre, cette méthode a vocation à s'appliquer indifféremment à tout type de quantité. C'est un véritable blasphème aristotélicien. C'est pour cela qu'il emploie, en l'absence de nos x et de nos y, qui n'apparaissent qu'au XVIe siècle, le terme de la langue naturelle le plus général qui soit, celui de chose, shay, res. Il s'oppose implicitement par là à l'interdiction aristotélicienne de transgression des genres, qui aboutit, comme vous le savez, dans les éléments d'Euclide, à la partition stricte entre livres géométriques et livres arithmétiques, en soulignant, dès l'introduction de son traité, que les algorithmes qu'il va y exposer s'appliquent indifféremment à tout type de quantité. C'est-à-dire qu'on passe d'une ontologie de l'objet, si vous voulez, à une ontologie de la preuve. L'objet traité ou recherché n'est donc plus prédéterminé, comme dans les analytiques d'Aristote, je pense évidemment à indice pour les hellénistes, par le genre auquel on l'assignerait préalablement, mais par sa seule position dans la preuve, c'est-à-dire dans le système d'équations initial. Or, tout laisse croire que ce bouleversement épistémique n'a pas échappé à la profondeur de Farabi, car lui-même, non content d'intégrer l'algèbre à l'encyclopédie des sciences qu'il compose en disant qu'elle est, je cite, commune à l'arithmétique et à la géométrie, donc nouveau blasphème grec, consacre un chapitre à cet objet épistémique inédit dans lequel il écrit « La chose », donc qui est cet inconnu algébrique et cette entité parfaitement transcatégoriale de la philosophie, la chose peut être dite de tout ce qui a une quiddité, c'est-à-dire une essence quelconque, quelle qu'elle soit, que cela soit à l'extérieur de l'âme ou conçu de quelque manière, simplement conçu, divisible ou non, que ce soit. Car quand nous disons « ceci est une chose », ceci est un X, nous entendons par là ce qui a une certaine quiddité. L'existant, lui, n'est dit que de ce qui a une quiddité à l'extérieur de l'âme et ne peut être dit d'une quiddité seulement conçue. Et suit la conclusion donc sublime, par cela, la chose est plus générale que l'existant. Et parce qu'elle est plus générale que l'existant, la chose permet justement de penser algébriquement, avec des guillemets bien sûr, la pluralité analogique de l'existant comme quelque chose, c'est le cas de le dire, qui dans sa généralité et par opposition aux existants catégoriaux n'a de quiddité que dans l'âme. La question qui nous réunit aujourd'hui est celle du rapport entre langue et science, langage et pensée. Il m'a semblé voir affleurer des considérations historiques précédentes les 6 ébauches de réponses suivantes. 1. Je ferai mienne tout d'abord la déclaration de Gilles Gaston Granger affirmant, je cite, qu'il n'y a point à proprement parler de langue philosophique, mais seulement un usage philosophique de la langue. 2. J'ajouterai ensuite qu'il n'y a pas de langue naturellement philosophique,
mais seulement un usage philosophique de certaines potentialités des langues naturelles. 3. Que les langues, dans leur pluralité et dans les stratagèmes eux-mêmes éminemment pensés, mis en œuvre pour les entretraduire, ouvrent un espace d'invention conceptuelle aux philosophes. 4. Que la philosophie a cette particularité curieuse dans sa réflexion sur les langues naturelles d'être linguistique de bout en bout sans jamais être de la linguistique. 5. Que le travail des traducteurs et des philosophes affecte en retour et enrichit les langues naturelles qui subissent son effet. 6. C'est mon dernier point, que le langage dans lequel un grand métaphysicien tente de formuler une nouvelle ontologie n'est pas sans rapport, sans toutefois les décalquer servilement, ni aller aussi loin qu'eux dans l'épuration de la langue naturelle, avec les langages scientifiques qui lui sont contemporains, que, autrement dit, ce ne fut pas un hasard si l'éclosion du langage de la chose, en philosophie, fut exactement contemporaine de celle de l'algèbre. Je vous remercie.